Cette vidéo concerne Introduction à la littérature fantastique. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Introduction à la littérature fantastique est un essai de Zvetan Todorov paru en France en 1970 en littérature 1970. Composition de l'ouvrage. Le livre comporte 10 chapitres. Les genres littéraires. Définition du fantastique. L'étrange et le merveilleux. La poésie et l'allégorie. Le discours fantastique. Les thèmes du fantastique. Introduction. Les thèmes du jeu. Les thèmes du tu. Les thèmes du fantastique. Conclusion. Littérature et fantastique. L'étrange et le merveilleux. L'étrange lorsque le texte en apparence surnaturelle débouche sur une interprétation rationnelle dans laquelle ce sont les lois naturelles qui prédominent. Il entre alors dans la catégorie de l'étrange. On trouve différents exemples de ce genre dans le roman gothique, roman noir, où prévalent de tendance le surnaturel expliqué chez Clara Reeve et Anne Radcliffe, ou celle du surnaturel accepté, ou du merveilleux chez Horace Walpole Maturin, Gregory Lévis et Charles Robert Maturin. Citation. Dans l'étrange, on ramène l'inexplicable à des faits connus, à une expérience préalable, et par là au passé. Ce genre se retrouve dans la littérature des horreurs, littérature horreur dans les romans de Fyodor Dostoïevski. Le merveilleux. Dans le cas du merveilleux, les événements ne provoquent aucune réaction particulière ni chez les personnages ni chez le lecteur implicite. On lit souvent le merveilleux aux contes de fées, pourtant cette catégorie les dépasse largement. Les 1001 nuits devraient être caractérisés de contes merveilleux, et non de contes de fées. Le merveilleux hyperbolique. Les phénomènes sont surnaturels car les unités de mesure sont beaucoup plus grandes que celles que nous connaissons. Sibad le marin par exemple affirme avoir vu des citations poissons longs de 100 et 200 coudées. Tout est exagérément décrit. Le merveilleux exotique. On raconte des histoires de pays étrangers au lecteur. Pourtant ces histoires ne sont pas vraisemblables. Le rhinocéros se bat avec l'éléphant et tombe aveuglé par son sang. Un roc les enlève et les emporte. Le merveilleux instrumental. Apparaissent ici des objets irréalisables à l'époque décrite. Le merveilleux instrumental se rapproche du merveilleux scientifique qu'on appelle aujourd'hui la science-fiction. Ici le surnaturel est expliqué d'une manière rationnelle mais à partir de lois que la science contemporaine ne reconnaît pas. Pensons au magnétisme, qui relève du surnaturel et que l'on retrouve dans le spectre fiancé. Le magnétiseur de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, ou un fou, de Guy de Maupassant. Aux frontières du fantastique, le fantastique étrange, des événements qui paraissent surnaturels tout au long de ce poids et reçoivent à la fin une explication rationnelle. Le manuscrit de Saragosse en est un bel exemple. Tous les miracles y sont rationnellement expliqués en fin de récit. Souvent les hasards, les coïncidences, le rêve, l'influence des drogues, l'illusion des sens, la folie tentent de réduire le surnaturel et permettent de donner une explication rationnelle à un phénomène qui ne l'était pas au départ. La nouvelle des Edgar Allan Poe, La chute de la maison Us illustre un étrange proche du fantastique. L'art de Roderick Us se lève de son tombeau alors qu'elle est censée être morte et se jette dans les bras de son frère. Toutes les demeurent. La maison écoule alors. Donne une explication rationnelle à la résurrection de l'art. Citation. Des crises fréquentes, passagères d'un caractère presque cataleptique en étaient les diagnostics très singuliers. Chez Edgar Allan Poe, on ne trouve pas de conte fantastique à proprement parler sauf peut-être les souvenirs de Auguste Bedloe ou le Chat Noir. Ces nouvelles relèvent presque toutes de l'étrange et quelques-unes du merveilleux. Le fantastique merveilleux, il se caractérise par l'existence et l'acceptation d'événements surnaturels. La morte amoureuse de Théophile Gautier en est un bel exemple. Un moine Romuald tombe amoureux de Clarimonde et assiste à sa mort. Celle-ci le hante encore dans ses rêves. Il ne mène plus une vie austère mais vit à Venise avec Clarimonde qui se maintient en vie grâce à son sang qu'elle vient sucer pendant la nuit. Romuald n'y voit pas une illusion des sens mais croit en l'intervention du diable. Un autre abbé Sérapion viendra apporter la preuve formelle qui agit bien de l'influence d'êtres maléfiques. Il ira déterrer le cercueil de Clarimonde aussi fraîche que le jour de sa mort, une goutte de sang aux lèvres. Saisi d'une pieuse colère, il jettera de l'eau bénite sur le cadavre qui tombera en poussière. Vera nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam. Vera de Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Villiers de l'Isle-Adam fonctionne également sur ce même principe. L'allégorie et la poésie. La poésie ne peut être fantastique, même il existe des anthologies de poésie fantastique, car elle n'est pas fictive. Elle renvoie de par son étymologie à la création et offre différentes visions du monde en passant par un travail sur le rythme, les sonorités et le discours émotif. De même, l'utilisation du sens allégorique écarte une interprétation purement fantastique du texte.
En effet, l'allégorie implique l'existence d'au moins deux sens pour les mêmes mots, mais le sens littéral doit effacer au profit du sens allégorique figuré. Il n'y a donc plus de place pour l'hésitation propre au fantastique d'Enrique à la Houppe. Par exemple, Charles Perrault conclut son histoire par une morale symbolique. Le surnaturel n'a plus cours. Citation. Ce que l'on voit dans cet écrit est moins un conte en l'air que la vérité même. Tout est beau dans ce que l'on aime, tout ce qu'on aime a de l'esprit. Riquet à la Houppe est devenu beau aux yeux de la princesse, non parce qu'il est transformé physiquement, mais parce que l'amour de la jeune femme l'a transfiguré dans l'homme à la cervelle d'or des Alphonse Daudet. L'allégorie prédomine également dans l'épilogue. L'homme est obligé tout au long du récit de vendre une partie de sa cervelle pour vivre. Il sait qu'il perd par ce commerce une partie de son intelligence, mais ne peut y remédier. Cette histoire devient fable universelle et illustre symboliquement le destin de nombreux artistes obligés de citation faire du pain de leur intelligence, connaissant les souffrances de l'homme à la cervelle d'or dans la peau de chagrin de Honoré de Balzac. Balzac, le fantastique, est tué par l'allégorie qui y dit indirectement. La peau est une allégorie de la vie et de ses désirs exaucés. Chaque fois que désir est assouvi, la peau se rétracte. Lorsqu'elle est réduite à néant, l'homme qui la détient meurt. Cette théorie est également développée pour Vera Nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam, Vera de Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, Villiers de l'Isle-Adam, William Wilson de Edgar Allan et le nez de Nicolas Gogol. Les caractéristiques du discours fantastique. Emploi du discours figuré. Vera Nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam, Vera n'est autre que le développement au sens propre d'expression figurée. L'amour est plus fort que la mort. Les comparaisons et les métaphores introduisent le surnaturel et le nourrissent. Certaines comparaisons dans Vera Nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam, Vera suggèrent la résurrection par exemple. L'énonciation, le narrateur est souvent utilisé à la première personne. Cela permet une meilleure identification du lecteur et introduit le doute inhérent au fantastique. Dit-il la vérité? Est-il fou? Dans la Vénus d'Il, si le fantastique merveilleux apparaît, précisément parce que les indices du surnaturel sont observés par un narrateur archéologue et digne de confiance, tout pénétré des certitudes de la science. La composition d'après Puzzled, on observe une gradation dans le discours fantastique qui se caractérise par l'importance de l'effet final. Pensons à la mort du personnage principal dans la Vénus d'Il, que la statue semble avoir tué et qui est amenée peu à peu. La femme de pierre a d'abord un air vivant. Le personnage affirme ensuite qu'elle lui a serré le doigt. À la fin, des marques sont retrouvées sur son corps ainsi que la bague. Sommes-nous en présence d'un Pygmalion hallucinant, ou la statue est réellement animée? Si cette théorie de la gradation fonctionne pour bon nombre de nouvelles de Edgar Allan et pour celle de Prosper Mérimée, elle n'est pas généralisable à Guy de Maupassant par exemple, où la première apparition est souvent le point culminant de la nouvelle. Les thèmes du fantastique se définissent comme une perception particulière d'événements étranges qui produisent un effet particulier sur le lecteur, peur, horreur ou simplement curiosité. Ce genre entretient le suspense. La présence d'éléments fantastiques favorise cette tension. Todorov remet en question la critique thématique dont le meilleur représentant est J.P. Richard. Il poursuit son argumentation en mettant en cause certains théoriciens de la littérature fantastique, tels que Puzzled ou Roger Caillois, qui superposent les thèmes sans leur donner une cohérence interne. Il cite Caillois et ses classes thématiques: le pacte avec le démon faux, le spectre condamné à une course désordonnée, Melmoth, la chose indéfinissable et invisible mais qui pèse et qui est présente, le hors-là, les vampires, nombre, exemple la statue, le mannequin, l'armure, l'automate, qui soudain animant et acquiert une redoutable indépendance. La Vénus d'Il, Todorov oppose à cette méthode, qui vise à classer des thèmes indépendamment les uns des autres. Il explique qu'on ne peut isoler un thème de ce poire. Les deux sont corrélativement liés. Pour lui, les critiques se sont contentés de dresser des listes d'éléments surnaturels sans réussir à en faire ressortir l'organisation. Les thèmes du jeu dans les 1001 nuits histoire du second calendrier fait ressortir plusieurs thèmes. Le premier est celui de la métamorphose. Un homme se transforme en singe tandis que le génie se métamorphose en vieillard, en lion et en gros scorpion. L'autre thème tient à l'existence même d'êtres surnaturels tels que le génie et la princesse magicienne et à leur pouvoir sur la destinée humaine. Ces derniers ont pour fonction en général de suppléer à une causalité déficiente. Ils remplacent ce que nous appelons communément le hasard, la chance. Il reprend pour étayer son argumentation une phrase des Erckmann Chatrian: le hasard, qu'est-ce après tout sinon l'effet de cause qui nous échappe?
Ce type de récit privilégie le pandéterminisme, c'est-à-dire que tout doit avoir une cause. Le recours au surnaturel est habituellement un bon moyen de pouvoir tout expliquer. Le pandéterminisme se rencontre chez Gérard de Nerval dans Aurélia notamment. Rien n'est l'effet du hasard. L'heure à laquelle on est né, le nom de la chambre, tout est chargé de sang. On trouve généralement aussi un effacement des limites entre le physique et le mental. À Nerval d'ajouter: mais selon ma pensée, les événements terrestres étaient liés à ceux du monde invisible. Pareille rupture des limites entre matière et esprit était considérée au S19 par les psychiatres comme la première caractéristique de la folie. Le psychotique était défini comme incapable de distinguer le perçu et l'imaginaire. Cette abolition des frontières entre visible et invisible se rencontre aussi chez les humains ayant ingéré de la drogue. Elle a pour conséquence l'effacement des limites entre sujet et objet. Le temps est souvent suspendu, comme on le déclare au narrateur des Aurélia. Le temps est mort désormais, il n'y aura plus ni année, ni mois, ni heure. L'espace est également transformé. Somme la mise en question de la limite entre matière et esprit engendre plusieurs thèmes: le pandéterminisme, la multiplication de la personnalité liée à la métamorphose. On est plusieurs personnes en même temps mentalement, on le devient physiquement. La rupture de la limite entre sujet et objet, la transformation du temps et de l'espace. On remarque qu'il existe une correspondance entre les thèmes fantastiques et les catégories qui servent à définir le monde du drogué, du psychotique ou du jeune enfant. Théorie de Jean Piaget. Piaget, c'est pourquoi le titre Les thèmes du jeu a été retenu. Les thèmes du tu, un des premiers thèmes explorés par Todorov concernant les thèmes du tu et la sexualité. Louis Lambert de Honoré de Balzac ou le club des Hachichins de Théophile Gautier sont cités pour illustrer cet élan de puissance insoupçonnée. Le désir sexuel exerce sur Ambrosio, le héros du Moine de Matois, Grégory Lévis, une emprise exceptionnelle. Son intensité est parfois trop grande et conduit à certaines dérives, comme le viol manqué d'Antonia. Citation: son lui battait dans la bouche, tandis que de lit il dévorait ses formes, qui allaient bientôt être sa proie. Il éprouva un désir vif et rapide, qui l'enflamma jusqu'à la frénésie. Le désir est généralement incarné par la figure surnaturelle du diable, synonyme de libido. La séduisante Mathilde dans Le Moine est un esprit secondaire mais malin, serviteur fidèle de Lucifer. La littérature fantastique explore tous les interdits liés à la sexualité. Elle brise les tabous en faisant intervenir le surnaturel. L'inceste constitue une de ses variétés les plus fréquentes. Pensons à Peau d'âne de Charles Perrault, au père criminel amoureux de sa fille, mais aussi à Soutoir du premier Calendet dans Les Mille et une nuits, qui rapporte l'amour entre un frère et une. Dans Le Moine, Ambrosio tombe amoureux de sa propre Antonia, la viole et la tue après avoir assassiné leur mère. L'homosexualité est une autre variété d'amour charnel. Dans Vat de William Thomas Beckford, la relation entre Alasie et Firou est homosexuelle, même si plus tard on découvrira que le prince Firou n'est autre que la princesse Firouza. L'ambiguïté sur le sexe de la personne est très prisée de la littérature fantastique. L'amour à 3 ou plus de 3 est une troisième variété du désir. Dans le troisième Calendet, ce dernier vit avec ses 40 femmes. Dans une scène du manuscrit trouvé à S.